Nous recevons donc ce matin des représentants d'institutions culturelles européennes concernées par ce type de mesures, qu'il s'agit de salles de spectacle ou de musées. Madame Sarah Bastien, qui est directrice générale administrative des 6 musées de la ville de Gand, en Belgique. Monsieur Sylvain Bellange, qui est directeur général du Museo e Real Bosco di Pontimonte à Naples, en Italie, et pardon pour ma prononciation de l'italien. Le docteur Avriel Kahn, directeur général du Grand Théâtre de Genève en Suisse et vice-président de l'organisation professionnelle des compagnies et festivals opéra d'Europe, Opéra Europa. Monsieur Alexandre Chevalier, archéologue, préhistorien au Muséum des sciences naturelles de Belgique, président de la section belge du Conseil international des musées, l'ICOM, et monsieur Johan Matabosch, directeur artistique du Théâtre Real de Madrid, en Espagne, bien sûr. Participe également à cette table ronde le professeur Constance Delogère, qui est virologue, chef de service à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et qui supervise le concert test qui doit être organisé à l'Accor Hotel Arena à Paris dans quelques semaines. Elle pourra nous apporter son regard de scientifique sur nos échanges et nous indiquer dans quelle mesure certaines de ces expériences étrangères peuvent être transposées en France. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Il est très important pour nous de recueillir votre témoignage pour mieux comprendre les choix qui ont été faits dans les pays voisins, les raisons qui les ont motivés et la manière dont vos établissements se sont adaptés pour reprendre leurs activités face aux risques sanitaires. Sans doute avez-vous mené des études depuis la réouverture pour vous assurer qu'aucun cluster n'est apparu dans vos établissements. Nous serons également très attentifs aux adaptations que vous auriez pu mettre en place justement depuis cette ouverture de vos institutions. Vous n'êtes pas sans savoir que les établissements culturels sont à l'arrêt en France depuis maintenant 1 an, hormis une courte parenthèse durant l'été au début de l'automne 2020. Malgré le soutien que leur apporte l'État et les collectivités territoriales, ils sont dans une situation extrêmement délicate. D'où notre volonté de proposer des solutions afin d'entrevoir une sortie de crise, même progressive. C'est en effet une grande partie de la richesse et de la diversité culturelle qui caractérise notre pays qui est menacée par la fermeture de ces établissements. Mesdames et messieurs, je vais vous céder à chacun à tour de rôle la parole pour un exposé liminaire de quelques minutes au cours duquel vous nous ferez part de votre expérience. Je donnerai la parole ensuite à nos 2 rapporteurs, Roger Carucci et Jean-Michel Arnaud, pour qu'ils puissent vous interroger. Et je laisserai enfin l'ensemble de mes collègues qui le souhaitent vous poser des questions. Alors, je sais que certains d'entre vous ont un temps très limité, donc je vais d'abord passer la parole au docteur Avriel Kahn, directeur général du Grand Théâtre de Genève. Merci, nous vous écoutons. Bonjour, vous m'écoutez? Tout à fait, on vous entend très bien. Très bien, alors bonjour, depuis Genève. En bref, ici, les 30 aussi dû ferme étaient complètement au printemps passé, puis on a pu rouvrir jauge limitée à partir du juin de l'année passée, et on a joué qu'à fin octobre des spectacles aussi scéniques, jauge limitée avec concept de protection qu'on a utilisé et qui a très bien marché. Ensuite, fin octobre, deuxième vague, on nous a refermé complètement la boîte. Genève, qui était une région de la Suisse qui est plus impliquée, fortement impliquée que beaucoup d'autres régions du pays, déjà très tôt en octobre, ont complètement fermé tous les établissements culturels. Et là, jusque maintenant, on n'a pas pu réouvrir. Et nouvel avis aussi, pas d'avril, les théâtres restent fermés. Les ont pu réouvrir il y a quelques semaines leurs portes. Ce qui concerne l'événement en Suisse de nos collègues et de nous, on s'est très bien organisé avec l'Union entre Suisses, où presque tous les théâtres, soit d'opéra, soit de prose, sont membres et qui font le lobbying au sein du Conseil fédéral, mais au sein des groupes parlementaires qui décident, qui doivent influencer, et la task force Covid. Et ça, c'était la façon la plus de travailler. Ça veut que pas chaque théâtre essaye de négocier son petit truc
à la maison, mais unifié, on a pu négocier des façons de travailler. Surtout, ça c'est vite, des façons de travailler vraiment, faire du théâtre vrai sur scène. Ça veut dire, on a pu négocier de pouvoir faire groupe de confiance, que les solistes qui sont sur scène sont sous un régime particulier pour vraiment faire se toucher du théâtre vrai, pas à distance de 2-3 mètres. Bien fonctionné. Je peux aussi dire que depuis la future, on a produit nos spectacles en ligne, des différents spectacles aussi cliqués. Et avec les mesures, selon le concept de branche de l'Union de théâtre suisse, on n'a eu aucun foyer. Mais si on a eu quelquefois une personne testée positive, cette personne a rarement jusqu'à jamais passé le Covid d'autres personnes. La même chose quand on a joué avec des concepts très forts de protection. J'imagine mon collègue de Madrid, M. Matabosh, va vous raconter des concepts en plus morts et plus puissantes de protection de public. Il fonctionne à accueillir le public. On a même eu un fonctionnement de bas parce on fait des différentes sections de public en automne à toujours un secteur de 100 personnes qui sont mêlées avec un autre secteur. Et puis pour ça, on n'a pas eu d'infection qui nous étions reportés par les spectateurs, en sachant qu'on a les données de chacun qui achète un billet et tout était enregistré. Donc, de cette façon, on a une réouverture. On a des gros problèmes financiers, évidemment, surtout que maintenant qu'on joue des spectacles, ça veut dire qu'on produit, on paye, on a les coûts, on a tout le personnel dans la RHT, dans le chômage partiel. Le chômage partiel fonctionne en Suisse pour le personnel théâtre, donc on a pu se faire rembourser les salaires à 80% des salaires. Ceci dit, fonctionne, mais quand on joue, les gens ne sont pas à la RHT. Les artistes doivent être payés. Donc là, on est en plein coup de spectacle sans près des revenus. À ce but, la Confédération en Suisse et les cantons, donc les régions de la Suisse, ont mis des fonds d'aide Covid qui devraient rembourser, qui devraient couvrir les pertes de Covid. Maintenant, se rembourser les institutions, c'est pas évident. C'est administrativement compliqué, aussi parce que ce sont les régions qui payent et qui ont leurs conditions à payer vis-à-vis la Confédération. Ensuite, qui a des autres mesures, mais ça doit toujours se bilancer. On attend toujours que cet argent nous arrive. Du côté privé, on est très heureux que les mécènes, pour la grande partie, nous sommes restés fidèles. Du public était aussi prêt pour un certain temps de faire des donations. Ça veut dire de ne pas vouloir se faire forcer pour les billets. Mais c'est clair, ce n'est pas une situation qui peut perdurer. Aujourd'hui, on espère que les vaccins qui doivent arriver pourraient changer quelque chose pour la semaine prochaine. Et voilà, un peu la situation pour le moment, pour vous donner un tour d'horizon. Alors, merci beaucoup, et malgré une liaison qui n'est pas très bonne, on a quand même bien entendu et bien compris. Je vais tout de suite passer la parole, on va continuer avec les théâtres à M. Johan Matabosh, donc du Real Théâtre de Madrid. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis le directeur artistique du Théâtre Real de Madrid. Et oui, au Théâtre Real de Madrid, ce qu'on a fait, on a mis en place au mois mai et au mois juin aussi un protocole de sécurité avec tout ce qui est nécessaire pour garantir le retour à l'activité, avec toutes les garanties de sécurité pour tous qui travaillent dans le théâtre, pour les techniciens, pour l'orchestre, pour le chœur, pour les administratifs, pour les chanteurs solistes, pour les comédiens, pour les danseurs et évidemment aussi pour le public. Il y a un protocole général de prévention sanitaire pour l'ensemble du théâtre. Et en plus de cela, alors nous avons un protocole spécifique pour l'activité de l'orchestre.
et un autre protocole pour l'activité du chœur que nous avons fait en collaboration avec les comités de l'orchestre et aussi avec le responsable du chœur. Et avec ces protocoles, nous avons déjà réalisé les retours à l'activité les mois juillet avec une version semi-scénifiée de la Traviata. C'était prévu de faire Traviata dans une production complète. Dans ce cas, c'était une version semi-scénifiée de la pièce, mais on a pu même maintenir le projet de faire cet opéra. Et alors, quelles sont les conditions pour l'orchestre, pour le chœur et les techniciens en matière de santé? Et je dirais que le protocole réglemente strictement tout ce qui passe dans le théâtre et qui a dû être repensé en raison de la pandémie. Alors, basiquement, le protocole, il impose une reconfiguration du process de répétition. Ça a changé complètement du moment de la pandémie. Une réglementation des interactions sociales et professionnelles. Et l'adaptation de différentes salles du théâtre à la nouvelle situation, par exemple, toutes les salles de répétition et évidemment la salle principale, et tout a été adapté à la nouvelle situation. Évidemment, ça a été très important de faire une sensibilisation à la distanciation physique selon les types d'activités. Et une adaptation du force de l'orchestre pour qu'il soit possible de maintenir les distances de sécurité entre les musiciens, aussi dans plusieurs cas même de trouver des solutions pas très conventionnelles pour garantir qu'on peut faire les représentations. On a mis en place des panneaux de séparation selon les caractéristiques des instruments. Et nous avons aussi un plan d'intervention pour la reprise de l'activité publique, tout ce qui concerne le public, le spectacle et même aussi les visites guidées du théâtre. Les protocoles existent pour éviter autant que possible le cas de Covid, mais il contient également un guide pour ce qui doit être fait dans les moments où il y a la détection d'un cas. Évidemment, en ce moment, il peut arriver quelqu'un est testé positif. Et ce que c'est important pour nous, c'est d'avoir un protocole pour réagir immédiatement, de manière de protéger et de tester tous ceux qui ont été en contact rapproché avec la personne. Évidemment, il y a eu quelques cas, mais toujours immédiatement détectés avec isolement immédiat, test et isolement de tout ce qui était proche. Et jusqu'au présent, je dirais que le protocole a fait en sorte qu'il y a peu d'incidences et de freiner les incidences immédiatement pour que ce sont des cas isolés. Alors, en dehors de cela, nous avons également, et ça c'est très important, une commission médicale de 6 épidémiologues d'hôpitaux publics de plus importants de Madrid. Ils font une réunion chaque semaine ou semaine et demie, disons chaque 10 jours, et ils font un suivi quotidien de ce qui passe dans le théâtre et ils nous donnent des instructions concrètes de ce qu'il faut faire. C'est pas vraiment le théâtre qui prend des décisions. Il y a un comité de 6 épidémiologues. Il fait un examen de tout ce qui est arrivé au théâtre et il nous dit chaque semaine, maintenant il faut faire ça, ces genres de preuves, exactement. Alors, pour le public, évidemment, il peut assister au spectacle, dans notre cas, mais toujours avec des limitations. Ces limitations ont été mises en œuvre pour la communauté de Madrid. Les limitations et conditions, ça a changé beaucoup pendant les mois. Ça change tout le temps. Depuis le mois de juillet, et ça c'est un des problèmes, que ça change et il faut s'adapter immédiatement au changement de qu'est-ce que c'est possible de faire d'un point de vue de l'assistance du public. En juillet, par exemple, le maximum était de 50% d'occupation. Maintenant, c'est un peu plus que ça, mais avec plusieurs conditions qu'à la fin, on ne peut pas avoir beaucoup plus que 50% dans la salle. C'est toujours avec l'obligation pour chacun de porter un masque, une distance de sécurité entre deux personnes qui ne sont pas ensemble. Si on achète 2 tickets ensemble, ils vont être ensemble, mais les prochaines qui achètent, il y aura un espace entre
entre eux et la personne qui achetait avant. Et aussi, il y a l'heure limite pour les spectacles. Ça a changé aussi plusieurs fois du mois de juillet à maintenant, parce qu'il faut finir à 1 heure, qui a changé aussi l'heure de le couvre-feu à minuit, quelquefois à 22 heures, ou quelquefois, ça a changé beaucoup. Et c'est pour ça que, par exemple, on a commencé à faire de répétition de Siegfried de Wagner, commençant à 4h30, qui est une heure inhabituelle en Espagne pour commencer un spectacle. Et, par exemple, il était ajouté aussi un contrôle pour le public. Il y a un contrôle aussi d'occupation du foyer du théâtre. Alors, quand vous avez votre ticket, vous n'avez pas la libre circulation dans le théâtre. Chaque siège ayant un foyer attiré pour l'entracte. Alors, vous devez alors vous rendre dans votre foyer, et dans ce foyer, il y a un contrôle de l'occupation maximale. Et évidemment, on essaye, si c'est possible, de faire le spectacle sans entracte. Mais quand c'est pas possible, alors on fait ça. Il faut aller. Si on veut pas partir de la salle à l'entracte, il faut aller dans un espace concret du théâtre. C'est pas permis la libre circulation dans le théâtre. Aussi, l'entrée et la sortie de la salle est dans un ordre très strict. Il y a un personnel de salle qui raconte au public comment est-ce qu'il faut entrer et sortir de la salle. Et aussi, on a fait pendant aussi une augmentation du nombre des sanitaires pour assurer qu'on peut faire une désinfection chaque fois que le sanitaire est utilisé. On a réduit l'occupation de la salle, mais on a augmenté le nombre de sanitaires. Alors, je crois que c'est ça en résumé, parce qu'on peut parler beaucoup de temps sur ça, mais je crois que c'est plus ou moins ça ce que je peux vous dire. Alors merci pour ces éléments très précis qui vont, je suis certain, susciter beaucoup d'échanges. Je vais maintenant passer la parole. Alors on va passer au musée. Pour les musées de la ville de Gand, Madame Bastien, je ne vous vois pas. Est-ce que Madame Bastien est là? Sinon, oui, voilà, là. Madame Bastien, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai préparé une note pour vous avec mon collègue belge Alexandre. Donc, très bien. Alexandre, très bien. D'accord. Entendu. Si tu veux. Hein. Entendu. Merci beaucoup. On vous écoute. Et je veux bien essayer de montrer la présentation, mais je crois que quelqu'un du Sénat doit faire quelque chose pour réussir. Je voulais imprimer, vous l'avez tous les deux dans le dossier. C'est sûr que c'est pas moi, parce que vu mes compétences techniques. Vous l'avez, je voulais imprimer dans le. Ah, c'est le document. Ouais, c'est ce qui est un petit. D'accord. Ok. Alors, ça devrait arriver. Ça va arriver. Oui, je vois que ça commence à s'afficher à l'écran. Oui. Donc, en Belgique, nous avons eu un premier confinement dès le 14 mars et nous avons eu la possibilité de rouvrir le 18 mai. Il y a eu un deuxième confinement au mois de novembre et durant le mois d'août, il y avait plusieurs de confinements locaux, dépendant de la situation virologique. Alors, on voit votre document à l'écran, Madame Bastien, mais on ne vous entend plus. Peut-être que M. Chevalier peut... de savoir que les lieux culturels sont restés ouverts pour accueillir des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, dans le cadre des activités scolaires ou dans le cadre des stages et des activités organisées. Et les activités liées au musée, le shop, le café, etc., ils ont suivi leurs propres contraintes locaux ou nationales.
Et pourquoi nous avons eu la possibilité de rouvrir? Nous avons écrit avec tous les musées en Flandre, en Bruxelles et en Wallonie une lettre avec 7 engagements pour démontrer que les musées peuvent être des espaces sûrs, même en temps de Covid. Et voici, vous voyez les engagements. Les musées étaient ouverts uniquement pour les visites individuelles ou par groupe familial ou bulle sociale. Il y avait une restriction des personnes de 1 sur 10 mètres carrés. Nous avons travaillé avec des créneaux de visite. Il y a plein d'expertise dans le domaine de l'événementiel dans notre musée. Alors, juste, est-ce que je peux vous demander, vous pouvez y aller, on vous entend, est-ce que vous pouvez aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît? La santé mentale des gens. Comment ça marche dès qu'aujourd'hui? C'est très important de faire une analyse des risques, des risques de transmission par l'air et des risques de transmission par contact. Donc, c'est une question de jouer avec la distance physique, la capacité maximale d'accueil, assez de moyens de désinfection, porter des masques, assez de ventilation, éviter des contacts. Et donc, avec tous ces éléments, chaque musée fait son propre exercice de risque et écrit son propre mesure personnalisée. Nous avons quelques photos pour vous pour montrer les différences. Donc, ici, vous voyez l'accueil, la salle de l'accueil. Ici, dans un de les musées Bruges. Ici, une photo de musée de l'industrie à Gand. Ici, vous voyez le sens obligatoire dans le musée des Beaux-Arts de Gand. Et ici, vous voyez une photo du musée de l'industrie à Gand avec le sens obligatoire. Quelques photos avec les désinfectants et les éléments interactifs. Et comment ça marche dans les coulisses. Pour nous, c'était très important de travailler avec le sentiment des employés. Certainement les employés qui doivent travailler dans les salles de spectateurs, ils doivent se sentir sûrs. Partager des connaissances et des expériences entre les musées était aussi très important. Ça s'était organisé au niveau de Flandre avec Faro, l'organisation qui unit les musées en Flandre. Et il y a aussi des organisations en Wallonie et Bruxelles. Et dans ces groupes-là, on a écrit des guides et des protocoles qui rassemblent tous les
voit que les visiteurs ont l'habitude d'arriver au début du créneau de visite. Hein. Donc, c'est mieux d'utiliser des créneaux de 15 minutes ou de 20 minutes au lieu des créneaux de visite d'une heure. La capacité maximale d'accueil et le comportement des visiteurs. Ça lui prend combien de temps pour visiter le musée, hein? Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de nouveautés sont devenues des habitudes. Donc maintenant, c'est plus facile pour nos visiteurs et nos employés d'accueillir les visiteurs. Il y a aussi des problèmes. Hein? Le coût financier des mesures pour les musées. On a moins de visites spontanées parce qu'il faut planifier ces visites et le sentiment de contrôle et de transmission de données personnelles. Ça c'était au début un problème, mais maintenant c'est aussi une nouveauté qui est devenue une habitude. Voilà, et j'ai aussi quelques chiffres pour vous. Ici, vous voyez le nombre ou le pourcentage de capacité maximale au Groningen Museum, un musée de Bruges. Donc ici, on a 100% de capacité maximale. Et vous voyez que durant les week-ends, on approche cette ligne de 100%. Et ici, vous voyez le nombre de visiteurs par semaine au musée de Gand. Ici, au mois de juillet, les musées ont été fréquentés beaucoup. Mais vous voyez ici que les visiteurs réagissent sur la situation virologique. Ici, en août, on avait des confinements locaux. Donc, les visiteurs suivent et restent plutôt à la maison. Et durant les vacances scolaires, par exemple ici, en février, beaucoup de familles avec d'enfants visitent les musées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. Voilà. Merci beaucoup et merci pour votre conclusion. Je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont rien à faire, mais bon. Peut-être, Monsieur Chevalier, vous vouliez ajouter quelques mots à votre présentation commune, on a bien compris. Et bonjour à toutes et tous. Effectivement, je pense qu'il est important d'insister sur un certain nombre de points. Tout d'abord, les mesures qui sont en vigueur dans les musées ont été préparées par les organisations de musées en concertation avec les administrations responsables de la culture en Belgique. Donc, ce n'est pas l'administration elle-même qui a imposé les mesures, ce sont bien les organisations de musées qui les ont proposées en se calquant et en s'inspirant évidemment des mesures qui étaient en vigueur ou en préparation pour le secteur commercial. À ce titre, les organisations de musées ont même été plus loin très souvent que les organisations commerciales ou les mesures prévues pour les commerces, car au début, lors de la réouverture au mois de mai, nous étions à une personne, un visiteur pour 15 mètres carrés, qui a été rapidement rabaissé à un visiteur pour 10 mètres carrés pour être dans la même norme que les commerces et ne pas avoir des normes totalement différentes en fonction des secteurs économiques. Ça, je pense que c'est très important de le souligner. Alors, autre chose, évidemment, nous sommes un peu moins, il y a un peu moins de responsables politiques chargés de la culture qu'en Suisse, mais néanmoins, même à 3 ou 7 différentes entités, cela n'est pas si facile, et pourtant, nous sommes le seul secteur culturel qui avons réussi à nous fédérer dès le mois d'avril et à proposer tous ensemble au niveau national les mêmes normes pour tous les musées dans le pays.
Ça, je pense qu'il faut le souligner parce que, comme ma collègue Sarah Bastien l'a dit, actuellement, depuis la réouverture au mois de décembre, suite à la deuxième vague, il n'y a que les musées comme activités culturelles qui sont restés ouverts, qui ont pu réouvrir. Et donc, elle mentionnait effectivement que les gens n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire d'autre en matière culturelle, bien évidemment, mais on le voit, les familles, durant les vacances, investissent de manière très, très forte les musées. L'autre point, encore un point, je pense, quand même très important. Oui, les musées ont accusé des pertes, évidemment, durant la fermeture, ont accusé des pertes également après la réouverture, puisque la jauge, le nombre de personnes, le nombre de visiteurs autorisés dans chaque établissement est limité dorénavant en fonction de la surface du musée lui-même, ce qui, entre parenthèses, devrait peut-être être corrigé en fonction aussi des volumes même du musée. Il y a si je pense par exemple en France au Muséum d'histoire naturelle, c'est un peu différent que des petits musées avec des plafonds de 2,50 m de hauteur. Donc il y a là vraiment des possibilités de dispersion éventuelle des gouttelettes ou des particules Covid dans l'air de manière totalement différente que dans des musées beaucoup plus intimes, j'ai envie de dire. Ça, pour l'instant, il n'y a pas eu de telles analyses pour les musées, mais il faut quand même souligner qu'aucun cluster Covid n'a été signalé pour les musées en Belgique lors de leur réouverture à partir du mois de mai et depuis le début décembre. Ce qui tendrait à démontrer, j'ai envie de dire, soit que nos mesures ou que les mesures mises en place sont efficaces, soit qu'en réalité, les volumes sont suffisamment importants pour que d'autres personnes ne puissent pas être infectées pour autant que les visiteurs le soient. Ma collègue vous a décrit un petit peu les différents éléments mis en place. Depuis lors, on sait que la contamination par surface semble être négligeable. Néanmoins, les musées continuent à appliquer des mesures de désinfection ou avec des moyens, j'ai envie de dire, des extensions artificielles pour pouvoir utiliser les écrans ou les éléments de médias. Ben, cela ne diffère pas du tout de ce que les musées français ont pu mettre en place lors de leur ouverture durant tout l'été. J'ai eu la chance de pouvoir, entre deux quarantaines et entre deux interdictions de voyager, passer une semaine dans les Cévennes et visiter beaucoup de musées dans le sud de la France. Et je n'ai pu que constater que nos collègues français appliquaient exactement les mêmes mesures qui étaient l'application en Belgique. Et donc, je pense qu'à cet égard, les musées sont des espaces effectivement complètement sûrs pour les personnes, pour les visiteurs, mais également pour les employés. Enfin, et je terminerai par là, ma collègue l'a dit, ces mesures ne sont valables que pour les visiteurs, évidemment, puisque le reste des secteurs d'activité au sein d'un musée, que ce soit la restauration, la vente, etc., sont, eux, soumis aux règles des secteurs commerciaux de manière générale. Voilà. Les restaurants et les bars sont fermés en Belgique, et bien les espaces de restauration dans les musées sont également fermés. Lorsqu'ils pourront réouvrir, ils réouvriront. Les magasins, les librairies sont restés ouverts et sont ouverts actuellement. Eh bien, les espaces de magasins, en principe, peuvent être également ouverts dans les musées. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Bellenge de Naples. Voilà, nous terminons notre tour d'Europe, notre petit tour d'Europe, avec l'Italie. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Sylvain Bélanger, je suis directeur général du musée du Real Bosco de Capodimonte. Je vous ai envoyé un PowerPoint un peu pour vous faire comprendre une chose essentielle de ce musée, qui est un musée autonome, donc qui dépend directement du ministère de la Culture et non pas des surintendances, qui ne dépend pas de la région ni de la ville de Naples, mais exclusivement ministériel. Le premier commentaire est la dimension du musée. C'est un bâtiment énorme qui fait 15 000 m² sur 3 étages
et qui sur 3 étages avec 124 galeries. Les plafonds de chaque salle font entre 6, 7, 8 mètres de hauteur. Donc on est vraiment dans une structure monumentale. Ce musée se trouve à l'extrémité d'un très grand parc qui est le Bosco de Capodimonte. L'image précédente, s'il vous plaît, qui est un très grand parc de 134 hectares, à l'intérieur duquel il y a 17 édifices qui ont tous une activité de nature culturelle quand ils ne sont pas en cours de restauration. Dans un de ces bâtiments, qui est l'ancienne faisanderie, la faisanderie royale, on a organisé la vaccination et à partir de la fin de la semaine, on vaccinera 1000 à 1200 personnes par jour. Le musée de Capodimonte, image suivante s'il vous plaît, se trouve un peu en dehors de la ville, à 20 minutes du centre-ville. Vous voyez ici toute la ville de Naples avec l'île de Capri devant. Donc c'est un musée qui n'est pas au cœur du centre historique et qui n'a pas le même type de fréquentation que le musée national d'archéologie, par exemple, qui est en plein centre et qui est beaucoup plus intensément fréquenté. L'autre image, s'il vous plaît. Ça, c'est l'entrée de ce grand parc de 134 hectares qui est fréquenté par à peu près 2 millions de visiteurs par an. Le musée, lui, ne recevant qu'autour de 300 000 visiteurs par an. L'autre image. Voilà, je vous montre quelques salles de musée pour vous donner l'idée de la dimension des salles. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà, encore une autre. Voilà, une des grandes salles. Et une autre, une des plus petites, qui est la salle pompéienne. Les commentaires que j'ai entendus de la part de mes collègues sont très similaires à notre situation. Je commencerai par les dates de fermeture. Nous avons eu également une fermeture de mars à juin, une réouverture jusqu'en novembre, une fermeture le 18 janvier, ensuite une nouvelle réouverture du 23 février jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes pour l'instant destinés à être fermés jusqu'au 6 avril. Les pertes, évidemment, sont considérables, mais c'est une situation similaire. Pour le personnel, similaire dans tous les musées d'Europe et américains. Pour le personnel, nous avons conservé exclusivement le personnel, ce qu'on appelle les services essentiels, qui sont une 50aine de personnes jour et nuit, qui veillent sur les portes et sur les salles. Le reste du personnel a été mis en en télétravail pour toute l'administration. Se sont développés d'une manière très soutenue les travaux de restauration des œuvres, la projetation des travaux qui doivent commencer en 2023 et la digitalisation. La digitalisation a touché des milliers d'œuvres d'art. Des inventaires entiers ont été digitalisés, transcrits par des gardiens qui étaient en télétravail et par tout le service éducatif. Donc ça, c'était un des points très positifs de cette fermeture, c'est l'explosion du digital, mais je crois que c'est une expérience qui est commune à tous nos musées. Le personnel a reçu aussi quelques formations, soit d'anglais, soit de techniques de travail pour différents services. Pour les bureaux, il y a eu une réorganisation des bureaux. On a ouvert 6 nouveaux bureaux pour pouvoir avoir des distances intérieures pour le personnel qui restait en travail au musée. Et voilà à peu près ce que je peux vous dire pour le personnel. Nous avons fait des séances de tests. Il y a eu 2 tests pour tout le personnel et la vaccination doit se passer d'une manière accélérée du simple fait que nous avons un centre de vaccination dans le site du musée. Nous n'avons pas eu de cas de Covid
dont contaminés au musée. En tout cas, pas de démonstration de cela. Cependant, 12 personnes en tout ont dû être mis en quarantaine et évidemment, tous leurs collègues également, ce qui est une grande complication d'organisation du travail. Pour le public, les écoles sont fermées, toutes les activités didactiques ont été suspendues. Le parc est resté davantage ouvert que le musée, même si aujourd'hui les deux sites sont fermés, le site muséal et le jardin historique. Les règles ont été les mêmes que toutes celles que j'ai entendues, c'est-à-dire la distance, circuit unique, absence de rencontres du public. Les billets sont tous achetés online sur des prénotations limitées à 600 personnes par jour pendant la période d'ouverture, même si, au fond, nous n'avons jamais reçu plus de 200 personnes par jour pendant les périodes d'ouverture autorisées. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire qui soit particulier, sachant que nous avons à peu près la même analyse, que le musée de Capodimonte en particulier, du fait de sa dimension, du fait de sa fréquentation assez limitée, puisque c'est une fréquentation qui est similaire au musée de province français, au grand musée de province, Lyon, Bordeaux par exemple, peut-être un peu plus mais à peine. C'est pas évidemment des situations touristiques semblables à celles du Louvre, du musée d'Orsay ou du centre Pompidou. Et le parc est tellement grand, c'est le plus grand parc urbain d'Italie, est tellement grand que son usage, son ouverture au public ne poserait pas de problème pour le public. La difficulté serait davantage pour le personnel. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation et suis à disposition pour toute question nécessaire. Merci. Alors, merci à vous pour votre présentation. Donc, merci à vous toutes et tous. Je vais passer la parole au professeur Constance Delogère, donc qui n'est pas dans les activités culturelles, puisqu'elle est virologue et chef de service à l'hôpital Saint-Louis. Et Constance Delogère donc, travaille sur un projet de concert-test à Paris, donc en milieu clos, événements culturels en milieu clos, mais avec une concentration, on va dire, beaucoup plus élevée que les exemples qu'on vient d'entendre de théâtre et de musée. Donc, je voudrais demander à Constance Delogère, est-ce que, quand on écoute nos amis européens, on se dit que la voie existe pour adapter nos activités culturelles, en tout cas un certain nombre d'activités culturelles, à l'évitement d'un risque de transmission trop élevé du virus. Et j'ai entendu les uns et les autres dire qu'il n'y avait pas eu de cluster retrouvé, ce qui ne veut pas dire que le risque zéro existe, mais en tout cas que le risque est probablement très faible. Est-ce qu'il est possible de travailler aussi sur un risque très faible, et comment, pour un concert-test à l'Arena de Paris, qui recueillerait plusieurs milliers de personnes ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais parler de l'expérimentation sur laquelle on est en train de travailler, mais j'adhère moi à ce qui a été présenté, et on avait, avant d'arriver à cette expérimentation en concert-test, nous avions fait un état des lieux de l'ensemble des lieux culturels en fait, et des protocoles sanitaires mis en place pour vérifier s'ils étaient adaptés à la limitation du risque épidémique. Et donc, on avait constaté, et je vois que les professionnels expriment ce que nous avions trouvé en France, c'est-à-dire que les musées, il n'y a pas les gens du cinéma là, mais aussi les spectacles assis type cinéma ou théâtre, avaient, avec des protocoles sanitaires comme on vient de décrire, des jauges réduites, etc., de la distanciation, avaient, à mon sens, vraiment tout pour permettre une réouverture, en particulier quand l'incidence le permettrait, et non pas quand on est dans un état épidémique fort comme en ce moment.
En revanche, il y avait réellement un besoin et une question de recherche, et c'est pour ça que la recherche vient construire un projet sur des rassemblements de grande ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on dit grande ampleur? Vous allez voir que là, on s'adresse à 5000 personnes dans une journée, en configuration debout, c'est-à-dire sans possibilité de distanciation physique. Et donc, ces trois points-là sont effectivement associés à un risque réel de transmission. Donc, dans ces cas-là, nous avons réfléchi à un protocole sanitaire spécifique pour garantir l'absence de transmission dans ce cas présent. Alors, pourquoi on est arrivé à ce point-là? C'est qu'on a beaucoup travaillé avec les professionnels aussi, c'est important de le dire, et c'est un protocole qui se construit avec les professionnels. C'est que l'histoire de la jauge, c'est vraiment très important, et les demi-jauges, ou voire les quarts de jauge, les huitièmes de jauge, sur le plan purement économique, est probablement pas viable. Donc, la réflexion qu'on nous a demandé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en jauge presque réelle. Donc là, on a rajouté en fait un des paramètres clés pour limiter la transmission, c'est-à-dire un dépistage en amont, en fait. C'est-à-dire que ce que l'on propose dans ce concert test, qui est vraiment une expérimentation, on ne parle pas d'implémentation tout de suite ensuite dans la vie réelle, mais nous essayons de nourrir des questions et pas des questions, mais surtout d'apporter des datas et des données. Donc l'idée là, c'est de dépister en amont, dans les 72 heures avant l'entrée au concert, de ne retenir que les personnes qui sont négatives au test, que ce sera un test antigénique, qui n'auront pas de symptômes, qui ne seront pas vaccinés. Nous avons décidé d'emblée de ne pas faire l'expérimentation avec les gens vaccinés, puisqu'on s'adresse à un public jeune qui n'est pas dans la cible vaccinale dans les prochains mois. Et donc, l'idée là, c'est ensuite, dans le protocole sanitaire, comme nous sommes en jauge réelle, alors c'est vrai que nous sommes dans une situation où nous avons choisi l'Accor Arena, c'est ce qu'on appelle aussi Bercy à Paris, qui est donc un lieu qui accueille normalement jusqu'à 20 000 personnes. Mais là, c'est uniquement dans la fosse, c'est-à-dire que ça contient, la fosse est adaptée, fait 2000 m², est adaptée normalement pour 100 personnes. Donc là, ça sera 5000 dans cette fosse, donc c'est quasi une jauge réelle. Les gens porteront un masque chirurgical, bien sûr gel hydroalcoolique, et donc ne seront acceptés que ceux qui ont donc les critères d'inclusion, dont le test négatif dans les 3, 2 et 1 jour précédents. Et donc l'idée ensuite, c'est qu'il y a un groupe qui est tiré au sort et qui va au concert, et un groupe qui est tiré pour être en restant à domicile, et nous allons évaluer le sur-risque lié au concert 7 jours après, en remesurant dans les deux groupes la proportion de personnes qui excrètent, qui est positif dans la salive. Alors à ça, on va rajouter, parce que ça c'est ce qu'on appelle l'objectif principal, donc c'est vraiment d'évaluer un sur-risque lié à cet événement, hein, de fort risque on va dire, puisque c'est sans distanciation, salle fermée, grand rassemblement. Alors une ventilation est quand même réellement importante à Bercy, puisque c'est une ventilation tout air pur sur une salle qui fait normalement 20 000 places, donc du coup une très bonne ventilation, c'est 20 mètres de hauteur sous plafond, donc c'est une salle quand même très importante. Et à cela, nous allons rajouter 2 objectifs secondaires qui nous semblaient vraiment importants pour essayer de nourrir et de comprendre la situation. Une évaluation du bon port du masque pendant toute la durée, non seulement du concert, mais aussi de la venue, de l'attente, du concert lui-même, puisque évidemment les chants, les danses seront permis. Donc ça va être évalué par un système de caméra qui ne reconnaît pas du tout, qui ne fait pas de reconnaissance faciale, mais qui permet de regarder la bonne position du masque et d'enregistrer si cette position du masque au cours du temps reste correcte, c'est-à-dire positionnée sur la bouche, sur le nez et n'est pas abandonnée. L'autre paramètre que nous allons évaluer, c'est un outil digital qui s'appelle Tous Anti-Covid, qui est un outil élaboré à la fois par la DGS et par le numérique pour permettre de suivre les cas d'infection
dans des lieux publics. Et donc, cette nouvelle version permet deux choses. Un, de scanner un code à l'entrée du lieu public, et tous les gens qui auront scanné ce code, s'il y a une infection, un cas, ils seront avertis pour aller se faire dépister. Et puis d'autre part, ils pourront avoir sur leur smartphone ou sur papier le résultat du test négatif, c'est-à-dire qu'une fois que le laboratoire fait le test rentre dans une base nationale qui s'appelle SIDEP, et de cette base nationale redescendra dans leur application le test, qu'il soit positif ou négatif, ce qui pourrait plus tard être finalement comme un pass pour pouvoir rentrer effectivement dans ces lieux accueillants du public. Enfin, nous avons évidemment pensé à tout ce que je vais appeler staff, qui est production, salle et personnel. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé là pour le théâtre, donc ça c'est un point important. Ils ne rentrent pas dans l'expérimentation. En revanche, ils subissent vraiment les mêmes contraintes. Ils seront tous testés en amont, à plus port du masque évidemment. Et puis pour les artistes qui ne seront pas remplaçables s'ils étaient positifs, nous leur avons proposé un protocole de vaccination. Alors, le dépistage en amont, certes, est lourd, mais permet aussi finalement la gestion des flux en amont d'un concert de cette ampleur, en imaginant qu'effectivement, quand les gens viennent et se déplacent, prennent le métro, les transports en commun, etc., peuvent effectivement transporter également du virus. Donc, s'ils se déplacent que les gens négatifs, nous limitons aussi le risque de transmission en amont et en aval. Donc, voilà en très gros le type d'expérimentation que nous proposons pour effectivement essayer, d'une part, de renseigner les risques alors que le dépistage est fait. Alors encore une fois, on va me dire, oui, mais le dépistage, il garantit la non-transmission. Je dirais non, puisque quand on est dépisté, on peut être dépisté faussement négatif. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'être au début de son infection et d'avoir un test négatif alors qu'il sera positif 2-3 jours après, et par exemple le jour du concert, premier point. Deuxièmement, il pourrait être, puisque le prélèvement pourrait ne pas être bien réalisé. Et troisièmement, parce que le test aurait une sensibilité un peu plus faible. Et là, nous testons effectivement le test antigénique facilement accessible à toute personne, qui est un peu moins sensible que le test PCR fait dans les laboratoires. Donc on essaye de se mettre dans une situation un peu de demain, où on arriverait à des tests facilement accessibles, comme les tests nasopharyngés vendus dans les supermarchés ou dans les pharmacies, et qui pourraient permettre d'avoir un pass sanitaire pour se rendre dans ce type d'expérimentation où il paraît nécessaire de limiter effectivement le brassage, parce qu'on rappelle que toutes les données épidémiologiques de la première vague et aux États-Unis, en France, étaient dues au rassemblement, particulier dans les champs, les cris, les salles fermées. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une situation la plus à risque. Bien, merci beaucoup. Et bien, comme dit Roger Carucci, tout ça nous laisse interrogatif évidemment, et c'est extrêmement intéressant la description de cette expérience. Je vais tout de suite passer la parole donc à Roger Carucci qui a un certain nombre de questions à vous poser, puis directement après à Monsieur Kahn qui doit nous quitter très bientôt. Bonjour, merci à tous. Moi j'aurais 2-3 questions et répond qui veut puisque ça concerne un peu tout le monde. Premier point, on a bien compris que les musées, les théâtres avaient réouvert, pas en France, mais dans les pays respectifs avec qui nous sommes en relation, avant les autres formes culturelles, avant les salles de concert, clairement avant les festivals, etc. Cette ouverture, elle a dû être finalement, quand elle a été décidée, assez compliquée parce que des lieux fermés, on dit maintenant encore plus en France que le virus se propage plus facilement dans les salles fermées. Comment est-ce que vous avez entraîné, si je puis dire, l'opinion publique, avant même les pouvoirs publics, parce que l'opinion publique, c'est en fait les visiteurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte des visiteurs de se rendre dans les musées ou les théâtres? Ça veut dire que forcément, dans vos différents établissements, vous avez fait des aménagements, des investissements, que ce soit pour la ventilation, pour le numérique, puisque plusieurs d'entre vous ont dit que vous aviez numérisé
les collections. Comment est-ce que financièrement vous avez réussi à tenir? Est-ce qu'il y a des aides massives des États, des régions, des collectivités locales? Et vous avez tous dit pas de cluster dans nos établissements depuis les réouvertures, quelles qu'elles soient. Est-ce que par rapport à l'épidémie dans le reste du pays, que ce soit en Suisse, en Italie, en Espagne ou en Belgique, est-ce que l'opinion publique, est-ce que les visiteurs ont eu confiance? Est-ce qu'au-delà des jauges que vous avez mis en place, les visiteurs viennent en se disant « nous n'avons aucun risque, on peut y aller ». Puis alors j'aurais aimé, pour après, puisque vous pouvez rester un peu plus, pour Madame de Logère, je trouve que c'est un pari extrêmement risqué parce que 5000 debout, c'est l'inverse de ce qu'on dit à tout le monde. Bon, si ça marche, mais est-ce que, et là la question peut être générale pour tous, est-ce qu'on n'arrive pas quelque part, que ce soit au travers des tests ou au travers des autres formes de contrôle à l'entrée, vers l'idée qu'il faudra accéder aux lieux culturels avec un pass vaccinal? Alors, Monsieur Kahn, je vais vous donner la parole si vous le souhaitez, puisque vous devez nous quitter très bientôt, à moins que vous nous ayez déjà quittés. Monsieur Kahn? Il est toujours là? Alors, Monsieur Kahn nous a peut-être déjà quittés. Qui veut répondre au rapporteur à toute ou partie de ces questions? Bien. Alors, Monsieur Mataboche, je vois, peut-être. Ah, ou Monsieur Chevalier. Allez-y, Monsieur Chevalier. Et après, Monsieur. Oui, déjà, pour préciser quelque chose, en fait, en Belgique, non, il n'y a que les musées qui ont réouvert. Le reste de la culture est fermé depuis le mois de fin octobre. Il a réouvert en partie, effectivement, pendant l'été, avec là également des jauges limitées au niveau des concerts, au niveau des salles de cinéma et au niveau des salles de théâtre. Donc c'est très différent. Par ailleurs, lors de la fermeture du mois de novembre, les libraires ont pu rester ouverts parce que étant considérés comme un secteur essentiel. Et donc, de la même manière que dans les autres pays, la discussion s'est engagée très rapidement de savoir qu'est-ce qui était essentiel ou pas dans un pays. Est-ce que la culture est essentielle? Est-ce que le patrimoine est essentiel? Et donc, là, bien évidemment, ce sont des décisions politiques. Et en discussion interne avec les différents cabinets, il apparaît très clairement que les décisions de réouverture de certains secteurs culturels et de maintien de la fermeture d'autres sont des décisions politiques qui sont certes, qui s'appuient certes sur des recommandations d'épidémiologistes et des secteurs de la santé, mais comme Madame de Logère l'a quand même aussi rappelé, on manque beaucoup de données sur la transmission du virus dans toutes ces différentes situations. Enfin, on commence à les avoir, les études allemandes sur la transmission du virus dans un théâtre, etc., etc. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, beaucoup de décisions ont été prises, j'ai envie de dire pour petit bonheur la chance, mais enfin, avec des mesures de précaution importantes, mais très clairement quand même avec une intentionnalité politique derrière. Effectivement, pourquoi un musée plutôt qu'une salle de cinéma à moitié pleine? Alors qu'on ne se déplace pas dans une salle de cinéma, qu'a priori on n'y chante pas, on n'y fait que peut-être manger du popcorn, on ne parle pas, a priori non plus dans une salle de théâtre pendant la représentation. Donc voilà, il y a quand même, alors qu'on parle dans un musée, ce n'est pas interdit. Voilà, donc ça je pense, il faut garder en tête que ce sont vraiment des décisions politiques quand même au final. Je répondrai peut-être sur les aides et sur les visiteurs par la suite, mais il est très clair que lors de la réouverture au mois de mai, les visiteurs ne se sont pas tous précipités dans les musées. Certains musées ont vu très peu de visiteurs revenir, d'autres beaucoup, et cela dépend beaucoup du type de musée. Est-ce que c'est un musée en partie avec un parc, avec des grands espaces, est-ce que c'est un petit musée? Donc il y a des tas de critères qui ont fait que les visiteurs se sont sentis à un moment donné ou pas rassurés de revenir dans ces espaces. Certains ne sont pas du tout revenus, les personnes âgées essentiellement. Ben, enfin voilà, mais cette discussion on peut l'avoir après parce que je pense que c'est la même chose avec les autres lieux culturels. Merci. Monsieur Mataboche, vous vouliez
apporter des réponses? Oui, merci. Je dirais que peut-être, pour moi, je trouve que le point crucial est pas vraiment être ouverte ou être fermée. La chose cruciale est avoir un protocole sanitaire qui est indispensable pour pouvoir prendre la décision d'ouvrir. Uniquement les institutions qui peuvent suivre ces protocoles très stricts peut penser à la possibilité d'ouvrir. Et ça a beaucoup à voir avec des choses qui on ne parle pas d'habitude, mais par exemple, pour un théâtre, ça a beaucoup à voir avec l'architecture du théâtre. Il y a notre protocole sanitaire, le protocole sanitaire qu'on a au Théâtre Réal, on me l'a demandé beaucoup des institutions en Europe, j'ai envoyé ce protocole partout. Mais je dis toujours, c'est pas une chose qu'on peut suivre automatiquement. On peut le faire au Théâtre Réal parce que l'architecture du théâtre nous permet, avec plusieurs investissements, que oui, c'est cher être ouvert, parce qu'on a fait un investissement d'1 million d'euros pour l'acconditionnement, la ventilation extra dans la salle de répétition. Mais un théâtre qui a la salle de répétition d'orchestre au niveau -4, ça n'a rien à faire. C'est pas possible. Alors, peut-être il y a notre protocole possible, mais c'est pas possible vraiment l'application de notre protocole. Dans notre cas, qu'on a une salle de répétition d'orchestre qui est dans un endroit privilégié avec, c'était pas pensé pour avoir la ventilation qu'on a maintenant, mais avec un investissement, on a arrivé vraiment à adapter la salle d'une façon que c'est vraiment sûr et on peut vraiment travailler dans cette salle. Mais ça a beaucoup à voir avec l'architecture du théâtre. Il y a des structures architectoniques du théâtre qui, l'application d'un protocole pour pouvoir ouvrir est très, très difficile. Et à Madrid, on est ouvert, mais il y a beaucoup de théâtres qui sont fermés parce qu'ils ne peuvent pas vraiment ouvrir avec un protocole sanitaire qui lui permet de donner la sécurité. Par exemple, un autre exemple, c'est la fosse de l'orchestre. Au Théâtre Réal, on a 3 configurations de fosse de l'orchestre. On a un petit fosse qui n'est pas si petit parce que tous les répertoires normaux, disons, du italien du 19e siècle, les Donizetti, les Verdi, les Puccini, on le fait avec les fosses qu'on appelle fosses petites. Il a la fosse moyenne, il a la grande fosse que, dans les circonstances normales, n'est pas utilisée que pour les ensembles les organiques orchestrales de Wagner ou de Richard Strauss, de plusieurs opéras contemporains. Alors, avec ces 3 dispositions de la fosse d'orchestre, on a d'une façon facile, trouver la solution de faire le répertoire qu'on ferait normalement dans la fosse petite, dans la fosse grande, et alors automatiquement, on a un distancement entre les musiciens, ça avec des plafonds, et c'était possible et même très, très logique et facile, je dirais, de faire. Je ne sais pas, Traviata, Ballo et Maschera, même Rusalka avec plusieurs adaptations. Mais par exemple, ce n'était pas possible de faire Siegfried de Wagner comme vient de faire. Et dans ce cas, on a dû inventer une autre solution avec l'occupation de box latérales. Les 8 box latérales aux côtés de la scène étaient occupées par 2 musiciens on n'a pas pu dans la fosse d'orchestre parce que ce n'était pas possible à cause des protocoles sanitaires qui est la chose indispensable qu'il faut suivre pour ouvrir. Alors, ça a beaucoup à voir avec l'architecture du théâtre, mais je dirais l'histoire, la chose importante pour moi n'est pas on ouvre, on ferme, c'est on ouvre si on a un protocole sanitaire qu'on peut avoir au théâtre qui nous permet d'ouvrir, sinon ce n'est pas possible d'ouvrir. Et même nous avons annulé plusieurs spectacles parce qu'il y a des spectacles qu'on a trouvé avec beaucoup d'imagination et de capacité vraiment d'inventer des choses nouvelles, on a trouvé une façon de nous adapter. Mais il y a eu des choses que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de faire la majorité vraiment de la saison, on a arrivé à les faire. Mais il y a 2-3 choses que ce n'était pas possible. Il n'y avait aucune façon vraiment d'adapter ça à notre protocole sanitaire. Alors, on ne l'a pas fait. Alors, vraiment, c'est ça. Alors, l'autre chose que vous avez demandé, l'opinion publique. Non, je crois que l'opinion publique au théâtre à Madrid, il nous a... C'est absolument pour nous. Vraiment, c'était très clair du mois de juillet que c'était sûr, que les problèmes étaient... qu'aller au théâtre, ce n'était pas une chose de risque.
avec ces conditions, dans la façon que nous avons ouvert, et le public vraiment vient. On vend le 57%, moins de 60% de le ticket de la salle, mais on vend les 100% de ce qu'on peut vendre, que c'est évidemment la salle uniquement à moitié pleine. Je ne sais pas si je répondu un peu autour de moi. Oui, merci. Merci beaucoup. Monsieur Belench, peut-être ? Vous souhaitez réintervenir ? La fermeture des frontières a modifié considérablement la nature du public pour les musées, en particulier pour des villes extrêmement touristiques comme Florence, Naples, Paris, puisque nous n'avons plus que le public local. Les étrangers n'étant plus présents depuis déjà mars, depuis 1 an. Donc il est clair que le public local a envie, et ce sont eux qui sont derrière nous pour demander la réouverture des musées, même si au bout du compte, une fois ces musées réouverts, il n'y a pas tellement de visiteurs. On n'a jamais eu plus de 150, 200 visiteurs par jour, les jours fastes. Donc les risques sanitaires sont encore moindres. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Quel est votre nombre de visiteurs habituels ? À peu près 300 000 par an pour le musée et 2 millions pour le parc. Oui, donc facilement 1 millier par jour dans votre musée, d'habitude. À peu près. Oui, habituellement, oui. Moins l'hiver et beaucoup plus l'été. Mais on peut avoir certains jours des pics de 3-4 000. Là, nous n'avons jamais eu plus de 200, je pense. Merci. Et le rapporteur, vous avez interrogé sur la question financière. Est-ce qu'au fond, ouvrir avec des jauges très réduites comme ça, qu'est-ce que ça implique pour vos établissements ? Est-ce que ça n'est pas plus coûteux que simplement de fermer complètement ? Je dirais que ouvrir ou fermer, ce sont les mêmes complications. Parce que fermer, c'est gérer tout un personnel et l'opinion publique, mais surtout le personnel. Ouvrir, c'est au fond gérer assez peu de visiteurs. Donc c'est pas si compliqué. Économiquement, c'est une catastrophe dans les deux cas, ça c'est sûr. Les soutiens publics ne sont pas arrivés. Le budget a été diminué par 2. Et les charges ajoutées pour le traitement de l'épidémie sont évidemment gigantesques. Merci. Alors, je vais passer la parole à mes collègues en commençant par Madame Renaud Garabédian. Voilà, que je vois apparaître. Voilà, moi je suis là. Voilà. Merci Monsieur le Président. En fait, vous avez répondu à la question que je voulais poser, mais je vais peut-être vous la poser d'une manière différente de celle de notre rapporteur. Ce que je voulais savoir, c'était si la mise en œuvre du protocole, vous restez quand même rentable. Est-ce que le système permet quand même que vous soyez rentable ? C'est-à-dire que malheureusement en France, quand cela n'est plus possible d'être rentable, on se trouve dans l'obligation de fermer, puisque l'hémorragie continue. Est-ce que vous, dans vos différentes activités, même si vous n'êtes pas rentable, vous mettez en place tout de même les protocoles pour chacun d'entre vous ? Merci de vos réponses. Merci. Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Une petite question très rapide sur les concerts tests. Donc, en remerciant vraiment directeurs et directrices de lieux culturels de nos voisins européens, mais je voudrais poser une petite question à Madame Delogère. Vous avez parlé d'une application dans tout le protocole que vous avez évoqué là pour le. Est-ce que ce serait tous anti-Covid que on peut, si on le souhaite, je dis bien si on le souhaite, télécharger sur notre téléphone, ou est-ce que c'est une application qui est vraiment liée dans un cadre très légal à l'expérimentation? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de mes collègues? Oui, Michel Laugier. Oui, juste une question pour le représentant du Théâtre du Real de Madrid. Vous avez parlé bien sûr d'une jauge qui a été beaucoup moins importante qu'habituellement, mais est-ce que vous avez multiplié le nombre de représentations?
Alors, je vais tous vous passer la parole pour répondre à ces questions et puis pour quelques mots que vous souhaiteriez ajouter, parce qu'on va leur tourner rapidement et on va aller vers la fin de notre table ronde. En commençant peut-être par Monsieur Mataboche. Oui, je réponds peut-être la question. Oui, non, on n'a pas multiplié les numéros de représentation. On a essayé de maintenir la partie de la saison qu'on pouvait faire avec des conditions de sécurité, d'accord avec notre protocole sanitaire. C'est pas que nous faisons plus de représentations. Peut-être oui, au mois de juillet, oui. C'est vrai qu'on a fait plus de représentations et basiquement, ça a été parce que on a annulé toutes les activités qu'on avait pendant le confinement. Et alors, au mois de juillet, on a rajouté beaucoup de répétitions de l'opéra qu'on était en train de faire dans ces moments. Mais le reste de la saison, à partir de la saison 2021 qu'on fait maintenant, on a basiquement essayé de maintenir le plus proche possible de ce qu'on avait annoncé, on avait publié qu'on devait faire, avec sans évidemment le spectacle qui c'était pas possible de garantir la sécurité à cause, par exemple, c'est très difficile d'inviter des orchestres qui tournent, tout ça dans ces moments est très très compliqué et il y a beaucoup de risques parce que quand on produit un spectacle au théâtre, on a normalement trouvé la façon de le faire avec l'application de ces protocoles. Et ah oui, à part ça, oui, l'investissement, oui, c'est cher ouvrir, c'est vraiment, et tout le monde me demande quel est le coût de maintenir le théâtre ouvert, et vraiment c'est cher. On a fait cet investissement, je dis avant, d'1 million d'euros, mais personne ne me demande le coût de fermer le théâtre. Fermer le théâtre est encore plus cher, et vraiment très, très, très cher, maintenir un théâtre fermé. Et à part ça, dans notre structure de income, on a 24% de subventions et 25% des apportations privées, de sponsoring. Et le reste, il y a 9% de louer la salle et le reste, box office. Ces 25% d'apportations privées, de sponsors, je peux imaginer que ça aurait été très difficile, probablement impossible de maintenir ça avec le théâtre fermé. Alors oui, c'est vrai que c'est cher. Il faut faire un investissement très sérieux pour maintenir le théâtre ouvert, mais pour le moment, ça a été notre garantie de maintenir et même avoir encore un peu plus d'investissement privé dans le théâtre. Merci. Monsieur Chevalier, peut-être ? Oui, alors, oui, mes collègues l'ont déjà dit, oui, c'est très cher de fermer, c'est très cher de réouvrir. Est-ce que c'est rentable de réouvrir ? Dans les conditions actuelles, non. Mais j'ai envie de dire que les pertes ou le montant des pertes pour des jauges limitées, d'abord les fermetures et ensuite les jauges limitées, dépendent réellement du modèle d'entreprise de l'institution. Suivant par exemple la part de la billetterie dans le budget, la part de la notation, la structure du personnel. Est-ce que tout le personnel est sur une ligne fixe ? Est-ce que c'est un coût fixe ou est-ce que c'est un coût variable ? Beaucoup de musées en Belgique ont des services externalisés de gardiennage, de scénographie, de médiation, par exemple. Et donc, évidemment, c'est toute une partie du personnel, mais c'est la même chose dans le secteur culturel des arts de la scène, toute une partie, en fait, des personnes qui travaillent autour des musées ont été au chômage. Ils ont pu l'être, mais aussi une partie qui n'est pas toujours déclarée, qui est indépendante, voilà. Et donc, il y a quand même de gros problèmes pour de nombreuses catégories, j'ai envie de dire, d'artistes ou de personnes qui travaillent avec le patrimoine. Il y a les aides publiques. La région wallonne a débloqué 50 millions pour la culture. Alors, ce n'est pas énorme. Ça, c'est le premier, j'ai envie de dire, la première grosse subvention promise au mois de mai passé déjà. Et entre-temps, il y a déjà de nombreuses autres aides qui ont été proposées via des projets. Donc là, non plus d'arroser de manière un peu unilinéaire toutes les institutions, mais là, de demander aux institutions de proposer des manières de s'en sortir et des manières de pouvoir rebrancher avec leur public. Mon collègue de Naples le rappelait,
les musées sont vraiment tributaires de leur bassin de population et du type de public qu'ils ont ciblé à l'origine. Il y a des villes comme Bruges qui ont perdu jusqu'à 75%, 75% pardon, de leurs visiteurs parce que destination éminemment touristique. Sur Bruxelles, il y a des grands musées type le musée Magritte qui a perdu à peu près dans les mêmes proportions de public, mais les petits musées ont au contraire augmenté le nombre de leurs visiteurs. Ce qui est plus intéressant, c'est que ce sont des publics différents. Encore une fois, et je rejoins là mon collègue de Naples, c'est des publics locaux qui redécouvrent par manque d'autres activités culturelles proposées. Alors peut-être que ça va changer lorsque le reste va réouvrir. Je ne suis pas sûr qu'on aille malheureusement dans cette direction pour l'instant, mais c'est très clair que c'est intéressant de voir que des franges différentes de la population consomment une culture ou un patrimoine qu'ils ne consommaient pas avant. Concernant les coûts, oui, pour revenir aux coûts, moi j'ai envie de poser aussi la question du coût pour la société de manière générale. Avoir tout fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est devant son écran toute la journée. Voilà. Donc on oppose toujours, on ne fait que comparer des coûts économiques, mais on ne parle pas de coûts de l'environnement économique d'un certain nombre d'activités. Par exemple, le coût de la santé mentale des gens, voilà, c'est un coût in fine. Parce que les gens vont se retrouver forcément devant un praticien pour essayer de soigner d'autres choses. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que les politiques doivent prendre en compte. Il n'y a pas que le coût économique, il y a un coût social évident à la fermeture ou à la réouverture des institutions culturelles. Merci, Monsieur Chevalier. Soyez assuré qu'on est très concernés et très convaincus du bénéfice de ce que vous faites, c'est-à-dire du maintien d'activités culturelles en ces temps de pandémie. Et si notre mission d'information vous a invité, je vous en remercie encore de votre disponibilité, c'est parce qu'on est convaincu que notre pays doit trouver les moyens de faire le travail que vous faites, un travail d'adaptation, un travail difficile, établissement par établissement, activité par activité, mais qui permet à vos concitoyens de bénéficier de cette vie culturelle et qui en plus, et Madame Bastien l'avait souligné aussi, fait que des personnes vont participer, vont accéder à des activités culturelles auxquelles elles n'accèdent pas en temps ordinaire, on va dire. Donc il y a aussi des phénomènes de découverte pour de nouvelles personnes et c'est quand même un des aspects positifs. Madame Bastien, vous vouliez ajouter quelques mots ? Alors, on n'a pas votre micro, je pense. Voilà. Voilà. Je veux bien soutenir les réponses concernant la question d'ouvrir ou de fermer et comme mon collègue Alexandre en ajouté les avantages pour le bien-être et la santé mentale. Et les musées de Gand constatent que beaucoup de visiteurs, par exemple du Provence d'Anvers ou du Brabant flamand, visitent maintenant nos musées. Et ce sont des visiteurs nouveaux pour nous. Donc, les gens redécouvrent son propre pays comme ça. Donc, ce sont aussi des avantages, comme Alexandre a dit, qu'on doit concerner au niveau politique. C'est pas justement les finances et l'économie. Et voilà. Merci beaucoup, ça le confirme et c'est un point, vous avez raison de le souligner, très important. Monsieur Bellenge et après le professeur Delogère aura le mot de la fin. Monsieur Bellenge. Je partage, je voudrais exprimer fortement que je partage cette analyse du poids psychologique de la fermeture. Et même si les visiteurs ne sont pas extrêmement nombreux, le simple fait de savoir que le lieu culturel n'est pas fermé est comme un couvercle soulevé.
il y a toute une activité indirecte de l'économie dont on ne peut pas évaluer ici le coût, mais que je voudrais évoquer. Les musées organisent des expositions. Une partie de notre économie est aussi d'organiser des expositions à l'étranger, aux États-Unis, à Hong Kong, en Chine, dans différents endroits. Toute cette économie est paralysée, mais elle n'est pas paralysée seulement pour nous, elle est paralysée pour les compagnies de transport, elle est paralysée pour les compagnies d'emballage. Il y a toute une activité économique qui est totalement tombée et qui a un effet assez considérable pour des institutions comme les nôtres, qui font souvent ces expositions à pagamento, à paiement. Donc, cet apport économique a disparu et a disparu pour nous le sponsoring qui à Capodimonte représentait à peu près l'année dernière un quart du budget, et le sponsoring privé a totalement disparu du simple fait de la fermeture du musée. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Eh bien, professeur Delogère, vous avez plusieurs questions qui vous ont été adressées. Oui, juste avant de tenter d'y répondre, moi je crois vraiment, et je crois que c'est ça la difficulté dans laquelle on est en France, c'est que nous n'avons aucune perspective. Et ça, enfin, depuis plusieurs mois. Et ça, je crois que c'est vraiment une difficulté de ne pas pouvoir se projeter, que ça soit pour les professionnels, mais là, je parle vraiment pour le public, pour nous-mêmes, pour nous tous, devant une situation où on voit que dans d'autres pays, il y a des ouvertures. Les choses ont été possibles. On voit que l'Italie s'est adaptée, s'est ouverte, s'est refermée, s'adapte. C'est difficile. Effectivement, je pense que le modèle économique ne tient pas, mais ça donne quand même un espace possible. C'est-à-dire que la vie n'est pas que d'aller et éventuellement de faire des courses. Et donc nous, je trouve que vraiment la position en France est très difficile puisqu'il n'y a absolument aucune perspective. Il y a eu des données épidémiologiques lors de la deuxième vague faite par l'équipe de Pasteur d'Arnaud Fontanet, montrant que les lieux culturels n'étaient pas un lieu par rapport aux restaurants, par rapport aux salles de sport fermées, n'était pas un lieu de forte transmission. Néanmoins, aucune date n'a été possible. Et donc, j'ai envie de dire que l'expérimentation est nécessaire, pour certains cas, on va reparler, pour avoir des données, mais aussi pour avancer. On a l'impression d'être dans une situation qui est complètement figée et il faut donc pouvoir faire des progrès, se projeter, avoir peut-être... La science est là pour ça, peut-être un coup d'avance pour justement prendre des risques encadrés pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que sinon, voilà, on n'y arrivera pas. Et là, on voit, je ne sais pas si notre collègue de Madrid voit ça, mais il y a une fuite de Français, en particulier des jeunes, pour l'Espagne, où en Espagne, certes, ils prennent des risques. Et, oui, c'est-à-dire ils ouvrent effectivement les bars dehors avec des tables 1 mètre sur... Mais l'impact psychologique aujourd'hui est tel, on l'a dit, hein, il y a 3 populations. Hein, là, il y a les jeunes. Les jeunes, c'est épouvantable d'imaginer qu'on ne peut pas leur offrir toute petite chose, quoi. Donc les jeunes, aller au cinéma, ça ne devrait pas représenter des choses très compliquées. Aller effectivement dans un musée, et justement parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire, et au lieu d'être collé sur ces écrans, ce serait l'occasion. Et on voit comment les galeries, je ne sais pas dans d'autres villes en France, mais les galeries à Paris sont remplies tous les week-ends parce que ce sont des commerces et non pas des musées, donc c'est complètement aberrant. La population des personnes plus âgées, qui elles sont directement cibles du Covid et qui se retrouvent dans un isolement énorme pour lequel la culture était clairement un point de social, de contact très important avec les théâtres, etc. Donc pour moi, il y a une urgence. Et cette urgence, elle est à combler et j'espère que l'on sera effectivement soutenu, parce que c'est un projet, le Concertès, qui s'adresse certes à une certaine population, mais qu'on sera soutenu par les différentes ministres, puisque cette implémentation, c'est pour faire avancer les choses et pour donner des éléments pour que les ministères puissent permettre des réouvertures encadrées. Je crois que ce qu'a dit notre collègue de Madrid, c'est très important. On doit s'adapter tout le temps. Nous, ça fait 1 an que l'on ne fait que ça, jour par jour, dans nos laboratoires. C'est extrêmement difficile. Mais
il vaut mieux s'adapter et avancer que de ne rien faire. Cette position totalement isolée, fermée de la profession qui ne fait plus rien est complètement, vraiment, est très difficile. Alors maintenant, pour répondre au concert test lui-même, qui vraiment s'adresse à un risque, on va dire que vous avez vu que je considère comme plus élevé par rapport à ce qu'on vient de décrire ici, comme le théâtre, on va dire les théâtres, les spectacles assis ou musées. Le concert test, qui est un brassage de population dans une salle, on va dire fermée, mais peut-être qu'on pourrait se poser la question différemment pour les festivals, où le port du masque peut ne pas être garanti. Le test, le pré-test, est un moyen de pallier le temps que la vaccination se mette en place. Et donc moi, je ne prône pas un pass vaccinal, mais plutôt un pass sanitaire. Donc est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est uniquement en citoyen, en bon citoyen? Je ne vais pas dans ce concert parce que je suis testé positif. Ou alors, on m'impose effectivement de ne venir que si je peux démontrer sur mon application que je suis négative. Donc après, comment on va l'imposer? Je crois que c'est difficile. Mais c'est juste peut-être la seule chose que l'on peut faire, le temps que la vaccination soit accessible à l'ensemble, j'ai pas envie de dire des Français, mais à l'ensemble des Européens, puisque c'est vraiment sur l'ensemble du territoire continental qu'il faut voir les choses. Donc du coup, c'est un passage un peu obligé qui limite en fait considérablement. En fait, nous, quand on hospitalise les gens, ils sont testés en amont. C'est ce qu'on demande dans les avions, c'est ce qu'on demande pour voyager. Or, personne n'a évalué s'il y a des contagions. Alors, il n'y en a tellement plus d'avions, mais dans le train, par exemple, il se peut que beaucoup de gens rapportent que le seul facteur de risque qu'ils ont eu, c'est le train. Et pourtant, on dit que les transports, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il y a des endroits où on ne fait pas d'études, mais c'est possible. Et il y a des endroits où, sans études, on ne réouvrira pas. Donc, du coup, l'idée vraiment là est d'apporter des données scientifiques, de pouvoir ensuite proposer des protocoles qui pourraient ou pas s'adapter. Donc, OK pour le Théâtre de Madrid, OK pour Bercy, l'Accor Arena, mais peut-être plus difficile pour des salles plus petites, où là, ça sera forcément sur une jauge plus faible. Et du coup, peut-être le modèle sera pas forcément viable pour ce théâtre-là, mais le sera pour d'autres. Mais en tous les cas, d'enclencher et d'avancer et d'arrêter de rester dans cette position complètement figée, sans aucune... Nous, on n'a pas une date. Vous disiez en Italie que vous, c'était le 6 avril. Et si c'est pas le 6, vous allez bouger. Nous, c'est terminé. Il n'y a plus de date. Et ça s'est arrêté au 1er décembre, en fait. Au 7 janvier. Peut-être qu'il y avait le 7 janvier encore qui était possible. Et donc, il faut vraiment... Enfin, je crois vraiment qu'il faut qu'on avance. Et bon, pour avoir discuté rapidement avec les différentes tutelles, le ministère de la Santé est très proactif là-dessus. Et en particulier, pour répondre à Madame la sénatrice... Pour l'application, c'est en fait une nouvelle version de Tous Anti-Covid. Alors, je ne sais pas si elle va garder son nom, mais qui permettrait d'avoir dans l'application autant un résultat positif qu'un résultat négatif. Et donc, qui permettrait de le montrer. Alors, cette application, elle peut être téléchargeable, mais on peut aussi avoir sur son ordinateur, alors certes, il faut être connecté, un papier démontrant qu'on est négatif. Et si on n'a pas ça, ça serait le papier du laboratoire pour tous les gens qui n'ont pas ces possibilités-là. Donc, dans le projet, nous ne forçons pas, ce n'est pas un critère d'inclusion, c'est une incitation à télécharger, et nous verrons d'ailleurs l'adhérence à ce téléchargement. Juste pour finir, les équipes de production et du PRODIS ont fait une enquête auprès des publics plutôt jeunes. Je crois qu'il y a 8000 répondants qui ont répondu. Seriez-vous d'accord pour télécharger ce type d'application qui vérifierait votre test en amont d'un grand rassemblement? À 80%, les gens ont dit oui, pour permettre la réouverture et sécuriser la réouverture des lieux, en particulier de concerts. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications détaillées qui sont en fait une explication à un protocole de recherche, on l'a bien compris, pour qu'on avance plus. Il y a peut-être un blocage français en la matière après avoir entendu donc nos voisins belges, espagnols, italiens et suisses, que je remercie vraiment beaucoup au nom de mes collègues sénateurs et sénatrices, parce que vos exemples vont nourrir notre
réflexion et nos préconisations. Nous ferons des préconisations dans quelques semaines sur concrètement la réouverture concrète d'activités culturelles en France, et le travail que vous avez fait évidemment va beaucoup nous inspirer. Donc encore merci pour votre disponibilité, pour votre contribution, et souhaitons tous pouvoir reprendre nos vies culturelles enfin normalement le plus vite possible. Merci à toutes et à tous. Cette table ronde est terminée. À très bientôt.